Alors, avant de commencer, je voudrais juste te dire que ce que tu t'apprêtes à entendre va parler globalement de violence, de meurtre, il y sera fait mention de sang, de mort, d'assassinat, de génocide. Et si tu es sensible à ces sujets et que tu souhaites quand même continuer, je te conseille de faire des pauses dans ton écoute, voire à sauter les passages qui te semblent un petit peu trop durs. Donc pour ça, je vais être sympa, je vais essayer de faire un sommaire un petit peu propre. Et bah écoute, je te souhaite une bonne écoute. Des bisous. Hello, coucou, bonjour à vous. Alors je sais qu'avec ma gueule de Jean Gontran de Gustave, option celle depuis 495 de génération, ce titre est presque au-delà de l'intolérable à propos du racolage lamentable. Si l'on se connaît déjà, tu as déjà dû subir mon racolage lascive, et donc un autre acte indécent de ma part n'est au final presque que de l'habitude. Et au pire, si c'est pas encore assez pour toi, je peux me saisir d'une sono et d'un micro déglingo, puis chanter du gros vent passe dans le tramway, mais déjà que la marée chaussée m'a moyen dans son cœur, et ce malgré mon tirage social avantageux au grand loto de la vie, je souhaiterais éviter son courroux. En plus clair, je chie dans mon froc, mais je chie des paillettes, donc prout. Au pire, je peux faire ma technique de défense habituelle face à eux, lancer un regard parano du genre « Je sais que c'est toi qui as flagué JFK » et citer une random loi me protégeant dans la dite situation. Vous vous doutez que vu que je suis blancos du fion, ils me foutront la paix, mais qu'ils me gratifieront d'un regard tout autant empli de sympathie. C'est beau la détestation réciproque. Alors, si on se connaît pas déjà, coucou toi. Oui, toi, là, t'as l'air sympa. Donc laisse-moi donc te familiariser avec le format que tu vas avoir en pâte. Alors au début, je parle de ma sinistre personne et de mon vécu, afin de me placer dans le sujet. À dire avec tous les sous-entendus potentiels évidemment. Et après, j'intellectualise tout ce bourbier en tentant de caler des références pour avoir l'air maligne et culturé, comme une culturiste. Et des sources, tout ça. Alors, c'est pas super compliqué, je te jure que ça s'entend bien. Et bon, vu que je vous ai présenté le format, je vais pas m'endormir moi-même dans la stylistique, allons-y. Alors, d'expérience personnelle, d'aussi loin que je me souvienne, l'uniforme m'a toujours à peu près autant rassuré que les fachos. Et ça tombe bien, les deux ont tendance à se rejoindre. Que ça soit des pompiers, des keufs, des bidasses ou même des toubibs, ça me met toujours un peu mal à l'aise. Cet habit pour avoir l'air plus légitime en tout. Bon, je pourrais vous parler de l'expérience de Milgram et de Bushman qui vient mettre tout un tas d'explications sur le pourquoi du comment, je me sens tout agressé rien que par la prestance illégitime de ces gens. Mais là, c'est tout simplement l'introduction, donc je vais pas trop vous saouler. Donc, revenons à ma petite personne, c'est-à-dire que quand j'étais ado, je cringeais quand je voyais des keufs, et vu que j'étais ado proche des Sables d'Olonne, je peux te dire que j'en ai vu du keuf. Ça pousse comme le chien dans ces saloperies en terre royaliste. Faut aussi comprendre que faut que pépère et mémère se sentent en sécurité et se sentent protégés par des alcooliques violents en uniforme aussi. Oui, j'en ai plus rien à foutre de quiconque qui commencera à me dire du bien de la marée chaussée. Néanmoins, étant un ado très moyen, très pâle du cul, et pas encore très queer, en apparence surtout je ressemblais à un gros nerd fan de Warcraft 3 névrosé, et vous savez quoi, c'était le cas. Ça n'effrayait pas trop le retraité bourgeois moyen, donc j'avais plutôt la paix. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que j'ai pu être excessivement bourré à moult reprises sur la voie publique. J'ai pu mettre mon petit sbeul dans les rues de ce patelin immonde qu'est les Sables d'Olonne, j'ai pu déposer de très nombreuses germes en mémoire de ma sobriété, et ce, sans jamais être inquiété par les forces du désordre. C'est comme si, pour eux, c'était totalement, absolument, radicalement ok, que je manque de respect allègrement à moult lois. Bon, certes, il y en avait quelques-unes de passées pendant la présidence Sarkozy qui concernaient mon cas-là, et vous n'êtes pas sans savoir qu'elles visaient plus les banlieues que les villes de Bourges. Néanmoins, si Mohamed se fait emmerder à Cergy et moi je suis peinard au Sables d'Olonne, je suis en droit de me poser des questions tout de même. Bref, tout ça pour vous dire que je flippais de ouf des keufs, mais que eux m'ont foutu une paix royale et ont toujours cette tendance à me foutre la paix. Sans doute devrais-je avoir un rose plus pétant dans mes cheveux ou un truc comme ça, mais sans doute que si je veux pas l'air si masculin et si blanc, que ça ne se serait jamais passé comme ça. Et j'ai pas envie de pratiquer une blackface, je vais pas tenter ce genre d'expérience sociale et faire un truc super raciste juste pour vérifier ça quand même. Bref, mes premières embrouilles perso viennent d'expériences de manif, et c'est un peu le moment où quand des gens qui disent STIFO, en gros STIFO ça veut dire soutien total et inconditionnel aux forces de l'ordre, qui est complètement stupide mais bon passons, qui m'entendent ou me lisent, ils me disent directement que je mens. Bon, après, c'est vrai que nous avons affaire à des gens pour qui les seules manifs légitimes sont celles pour tous.
On reviendra pas sur les mondes tartufferies de la droite réactionnaire qui essaie encore une fois d'utiliser des apparats socialistes pour ne pas admettre que leur fond de pensée est illégal, et même en premier lieu, lamentable, xénophobe, raciste, LGBTI-phobe, absolument liberticide. Mais tout de même, quand force journaux, moult citoyens, et quand des associations comme Amnesty International, bref, tout ce brave monde défenseur des droits humains, viennent corroborer mon propos en donnant des exemples et démontrent un phénomène qui s'accélère avec le temps, il y a un moment où il faut accepter de respecter son intelligence et avoir une posture à minima critique envers les organes répressifs. Alors, mes premières grosses expériences de manif, c'était pendant la loi travail. Celle d'El Khomri, oui. Vu qu'au début, j'ai pas pu participer pour des raisons personnelles, de type je vivais chez mes parents, loin de toute grande ville, mais que je militais sur les internets là-dessus, je suis arrivé en manif pendant la deuxième grosse vague de protestation, après l'été 2016. Alors, j'entendais mes camarades qui allaient manifester, et moi-même, j'étais intensément hypé pour ça. Tout ça pour vous dire que j'allais un peu à la manif, la fleur au fusil, tout en commençant à voir les problèmes de la répression policière. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai compris la signification de pleurer tous ces grands morts à ces premières manifs. Je sais que ça rend émotif, hein, mais c'est surtout grâce à un gaz que l'on nomme délicatement lacrymo de ces grands morts quand on est dedans. Alors, je vous assure qu'au début, c'est la mort. Mais on finit presque par s'y faire, voire à kiffer ça. Et c'est là où ils deviennent vachement vicieux, ces cons-là. Quand on est des zones un peu test, par exemple Nantes, Marseille, Rennes, voilà, que du coup ils se mettent à augmenter les doses un peu du jour au lendemain pour voir comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, voir s'il n'y a pas de mort, voir s'il est possible de charger des foules près du fleuve, ce genre de conneries quoi. Et c'est là par exemple que j'ai pu découvrir qu'il était effectivement possible que les forces du merdier augmentent très grandement les dosages de leurs lacrymos pour faire des trucs qui te plient au sol avant même que la fumée t'arrive à la tronche. Que j'ai pu découvrir qu'il est possible pour ceux qui donnent les ordres aux keufs de terrain de se dire que c'est normal de nasser 250 personnes dans 50 mètres carrés entre la Loire et les lignes de train et de demander à balancer plus de lacrymogène qu'il y a de mètres carrés nassés seulement parce que t'avais 4-5 types de la TNT au hasard dans la nasse. C'était en avril 2016 et j'ai vu ça de mes propres yeux et je dois vous avouer que c'était une ambiance assez particulière. Et surtout ce qui m'a le plus marqué personnellement en manif, c'est quand j'étais allé le soir du viol de Théo, aller manifester à Nantes. Bon, c'était une manif qui n'était pas autorisée puisque organisée dans des délais, quelque chose comme 5-6 heures. Et que là, on était à peu près 200 pécores. Jusque-là, rien d'anormal pour une manif organisée aussi vite. Mais que les keufs étaient à peu près autant. Et que des pointeurs sont mis à briller sur nos nez. Je trouvais que c'était une ambiance assez particulière. D'ailleurs, fun fact, j'ai pu emmener mon grand frère qui a 10 ans de différence avec moi en manif. Ça faisait pas mal d'années qu'il y était pu aller parce qu'il avait plutôt la force. Hein. Et il m'a dit, alors que nous avons affaire à un type surnommé Rackham le Rouge à son adolescence, qu'il n'avait jamais vu ça. Bon après c'est vrai que là c'était un petit best-of avec les Black Blocs qui étaient obligés de littéralement faire le service de sécurité pour éviter que les keufs aillent défoncer le petit vieux de la cégette. Mais bref, la manif, toute une grande expérience de la violence policière. Mais la seule que j'ai connue, bref. Suite à ce joyeux présentoir de foutoir que je nomme ma vie, on va pouvoir passer à quelque chose d'un poil plus intéressant, mais d'aussi un poil plus dramatique. Alors, c'est en filigrane, j'en ai un peu parlé dans les 2 numéros précédents, mais aujourd'hui j'ai bel et bien envie de nous plonger dans la violence policière et plus précisément le meurtre policier. Chose à laquelle on peut tous être exposés. Enfin, ceci devient un peu plus relatif, et ce suite à une petite partie de l'auto nulle que l'on nomme s'apparenter le plus possible de l'apparence d'un vieux blanc masculin. Et plutôt que de te demander des lieux communs comme si t'es racisé, si t'es jeune, si tu vis en banlieue, tous les trucs de ce genre, on va encore plus jouer au con. Et je vais te poser des questions qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de sens, et je vais te demander de noter ça. Prêt ? Bon, moi je suis prête, hein. Tu me rattrapes en chemin. Imaginons que l'on puisse voyager dans le temps. On est entre 1977 et 1997, ou entre 1998 et 2018. Petit 1, 1998 et 2018. Petit 2, 1977-1997. Est-ce que t'as une arme sur toi là maintenant ? 1. T'as aucune preuve, et si t'en as je te plante. Petit 2. Non, je suis pas barjo, merci.
T'as plus ou moins de 26 ans? Petit 1. Plus, et j'ai le droit d'écouter ton truc de gaucho de ses morts. Petit 2. Moins, mais je me fais corrompre trop facilement par ton islamo-gauchisme. Tu attaques les keufs? Petit 1. Non, t'as un problème toi à être aussi violent, non? Petit 2. Oh mais tous les jours, un grand taquet dans la gueule, ça réveille. C'est quoi le plus dangereux à ton avis? Un flagrant délit ou un contrôle d'identité? Petit 1. Un Batman. Petit 2. Bah, le flagrant délit, c'est connu, les forces de l'ordre n'interviennent de manière musclée qu'en cas d'extrême urgence. Bon, maintenant, digne d'un jeu de télé 7 jours, je vais pouvoir te révéler ton résultat. Si je m'en réfère à l'enquête de Bastamag, faite par Ludo Saint-Bille et Yvan Duroy, enquête qui a compilé 42 années de données sur les personnes tuées suite à des interventions policières en France, regrettable accident pour certains, néanmoins une branche de métier faisant 578 accidents en 42 ans, dont 352 par balle, pas loin de 80 suite à une course-poursuite en engin motorisé, chose qui est pourtant interdite aux keufs, et 62 suite à une asphyxie. Ça frise le foutage de gueule de parler d'accident ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on mixe ces données avec le questionnaire nul que je viens de te faire? Eh bien, si tu as une majorité de 2, en me fiant aux données que j'ai, t'as plus de chances de ne pas faire partie des gens tués par la police. Bon, j'admets qu'il y a un peu de mauvaise foi, hein. Néanmoins, si on épluche ça, on se retrouve avec quelque chose qui va beaucoup à contresens des lieux communs que l'on entend pour protéger l'intégrité morale des forces de l'ordre. Pouf pouf. Commençons, prenons ça point par point. Le lieu commun, qui est de dire que la police est de moins en moins violente, est compliqué à affirmer ou infirmer. Et ça pour une raison extrêmement précise. C'est que la police et la gendarmerie sont très loin d'être des institutions stables dans l'histoire. On peut donner énormément d'origine à la police française. Les diverses milices royales et ou antiques, en force de l'armée spécialisée dans la mise en application des textes légaux, on a la maréchaussée par exemple, qui était une force militaire chargée de faire respecter la loi, apparue au Moyen-Âge. Bon, si vous voulez, en force de police civile, on a quelques repères. Par exemple, la Révolution française qui a permis la création d'un embryon de police, qui n'est pas militaire, contrairement à la police d'Ancien Régime. Bon, soit. Mais c'est pas encore une force très bien organisée. Alors, petit point historique, à savoir que la criminalité est un énorme problème durant le 19e siècle. On peut l'expliquer très facilement en parlant de gens qui crèvent la dalle, ou de l'État qui n'a aucune raison d'être reconnu par la population puisqu'il reste contraignant la plupart du temps et n'a pas de légitimité, mis à part un random qui a déclaré que la France serait une et indivisible. Bon, je me suis encore fait des copains là. Et que la France est État-nation, et comme tous les États-nations, une création a posteriori pour justifier l'unité administrative. Et on en arrive au début du XXe siècle, avec certes une force de police, mais très désorganisée par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, un keuf, il peut se retrouver à faire un petit peu toute l'étendue du taf de keuf. Et surtout, les keufs ne sont pas formés à l'intervention, comme par exemple peut l'être la BAC aujourd'hui, qui a des origines bien plus dark que ça, mais j'ai pas trop envie de vous déprimer dès maintenant. On peut parler de police moderne en France en 1907 à l'arrivée au pouvoir de Clémenceau, qui instaure les premières polices judiciaires, et qui est encore le modèle de la police que l'on a aujourd'hui et qui est défini dans sa mission par l'article 14 du Code pénal. Constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs de l'infraction. C'est la première fois que la police française se retrouve avec un rôle clairement défini, et ce, en interaction avec la loi. Ça semble pas super évident vu le respect de la dite loi par les forces de l'ordre, mais passons. Et d'ailleurs, je parle d'interaction et non pas de soumission parce que surveiller punir de Foucault. Livre dont je vous conseille la lecture. Même si le style de Foucault est chiant comme la pluie, c'est très intéressant. Donc avec cette forme moderne de la police, qui s'étend alors rapidement, on commence à avoir quelque chose de comparable. Des sections avec des missions précises, des corps spécialisés et tout le bordel. Le souci, c'est que si on veut pourvoir à une comparaison à l'échelle historique, 20 ans c'est déjà pas glorieux, mais ça peut suffire. Par contre, vous n'êtes pas sans savoir que les contextes politiques français ont vachement bougé pendant cette période, et que c'est cette fois ça qui va risquer de rendre incomparable ce qui semblait comparable. En passant par les 2 guerres mondiales, en passant par la guerre d'Algérie, eh bien, il est difficile de dire, à contexte comparable, si la police est plus ou moins violente en fonction du temps qui passe. Pour avoir des contextes de paix sur les territoires métropolitains, on peut avoir l'entre-deux-guerres et après la décolonisation de l'Algérie, qui s'est terminée en 62.
Donc, analyser 42 ans comme ça, c'était un peu la chose la plus pertinente pour s'assurer de comparer du comparable. Mais autrement, on peut essayer des conneries comme comparer le régime de Louis XIV et celui du Capet. Ouais, c'est des rois, c'est la même chose. Bref, vous voyez l'idée. Je vais pas vous faire l'affront de comparer la police d'entre-deux-guerres et celle d'aujourd'hui. Ce serait pas pertinent. Donc, on nous parle souvent de la police dans l'histoire comme étant un organe de moins en moins violent. Néanmoins, pendant une majeure partie de l'histoire, on ne peut même pas parler de la police comme on l'entend aujourd'hui. Et afin de déterminer la violence de la police, on n'a qu'une seule possibilité. Avoir un contexte comparable et une institution policière comparable. Et on n'a que depuis la fin de la guerre d'Algérie que l'on a cette possibilité concernant les violences policières. Et le problème, c'est que ces données ne vont pas à la faveur de cette idée reçue, qui dit que la police est de moins en moins violente, alors que l'on comptabilise de moins en moins de violence dans la population de manière générale. Bon, je vous file du coup le graphe de Bastamag. J'espère qu'ils m'en voudront pas pour avoir copié ça, mais... Alors, je peux sortir mon petit pointeur laser et montrer des points en remontant mes lunettes roses. Et ça mettra tout le monde super mal à l'aise, particulièrement si je fais ça sur votre écran. On peut conclure très facilement à une évolution de la violence policière sur ces 42 années. Si on prend comme seul élément le meurtre, les morts à la suite d'interventions policières. Et in extenso dans l'histoire récente et en extrapolant ces données à une aggravation de la violence policière. Jamais dit que j'allais être de totale bonne foi, mais je ne peux qu'avancer cette conclusion qui est caduque par essence, en comparant le comparable. En comparant le comparable, la police est de plus en plus violente si je me base uniquement sur les morts liées aux interventions policières. Alors, on va passer au développement de la deuxième question. Est-ce que tu as une arme sur toi ? Alors, la question semble anodine, mais elle ne l'est pas. 352 personnes ont été tuées par arme à feu, peu ou prou 60%. Et dans ces 352 personnes, 210 n'étaient pas armées. Peu ou prou, 60% aussi. Cela semble relativement logique, puisque les armes, on n'en trouve pas au premier épicier venu dans un des plus gros pays producteurs d'armes. Élément sur lequel je vais revenir aussi. Néanmoins, en tant qu'arme, on ne va pas considérer que les flingues en fait. On va aussi considérer les armes comme les couteaux de combat et autres conneries de survivalistes de droite. On parle aussi d'armes par destination, par exemple. Si en pleine manif tu te saisis d'un plot de signalisation et qu'un flic te tire dessus, il peut essayer d'invoquer la légitime défense, parce que ce génie aurait pensé que tu voulais le défoncer avec le plot. Bon, je vais pas refaire le cadre légal autour de l'usage de l'arme. Je pourrais, mais ça sera super long, et je vous invite à consulter l'article que je vais mettre juste en dessous, hop, dans la description. Mais voilà, c'est quelque chose d'encadré strictement. Pourtant, ça n'a pas empêché un flic de tuer Aboubacar Fofana l'été dernier à Nantes, devant de nombreux témoins, et d'avoir réussi à nier le meurtre gratuit pendant 2 jours, alors que c'était tout autant flagrant qu'accablé de preuves. Il aura fallu des émeutes à Nantes pour que justice soit faite. Enfin, en partie, évidemment. Enfin, un tout petit peu, quoi. Bon, ensuite, je souhaite revenir sur un fait assez inquiétant. La France est armée, voire très bien armée. Si l'on suit le site gunpolicy.org, il y aurait 12 732 000 armes à feu en circulation en France chez les civils. C'est-à-dire qu'une personne sur 5 que tu croises dans la rue possède un gun chez elle si tous ces flingues sont équitablement répartis. Alors, on n'arrive pas à une réelle corrélation, surtout vu le nombre d'armes à feu en circulation et que les chiffres des morts désarmés ne concernent pas que les flingues. Penses-tu vraiment alors que toutes ces personnes ont été tuées au nom de la légitime défense, des flics ou d'une autre personne ? Je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas pour toutes les personnes abattues désarmées. Néanmoins, 60%, c'est quand même ridiculement haut comme donnée. Tu trouves pas ? Alors, arme-toi, nom de Dieu. À la limite avec une brique ou n'importe quoi, mais c'est quoi ce ridicule 60% de personnes butées sans armes ? Et tu fais comment pour buter des gens ? Tu fais ça à main nue, non ? T'as vraiment pas d'esprit pratique, hein ? C'est chiant. Et pour que 60% des tués par balle pendant des interpellations soient désarmés, c'est que tu as vraiment envie de te faire chier pour buter des gens. Même une bagnole, ça marche en tant qu'arme par destination si on arrive à prouver la volonté d'attenter à la vie d'autrui en utilisant ce moyen. Fais baisser ce chiffre quand même. On ferait passer presque les keufs pour des gros violents comme ça. Mais enfin... Alors vient un fait marquant, on a envie de s'intéresser de plus près à ces affaires. Et en voyageant un peu dans les données que l'on a, une petite récurrence arrive chez les tués désarmés. Souvent les policiers étaient en civil, dans leur maison, et donc c'est leur famille qui est morte. Donc non seulement en termes de probabilité, quand on réfléchit ce chiffre de 60%,
C'est une aberration totale, et en se penchant sur les cas, nous avons souvent affaire à des policiers se tuant chez eux et emmenant leur famille dans la tombe. Je te laisse faire les conclusions que tu veux là-dessus. Autour de la question de l'âge, c'est sans doute la seule chose qui n'a pas dû vous étonner à propos de ces chiffres. Bon, c'est vrai que quand on entend parler des personnes tuées par la police, ça concerne souvent des jeunes. Alors on pourrait d'abord penser à une proportion de 33%, ce qui fait quand même un tiers. C'est quand même mince, mais non, c'est bel et bien 50% des morts les moins de 26 ans. Alors, pour mettre en perspective, si vous n'avez pas encore cet âge, en moyenne, quand on a notre première enfance, c'est vers 32 ans. À moins de 26 ans, on a une chance sur deux d'avoir eu notre premier emploi à temps plein. À moins de 26 ans, quand on fait des études longues, on finit à peine un doctorat. Bref, on n'est pas encore inséré dans la société généralement. Et le manque d'insertion provoque obligatoirement une grande défiance envers les institutions. Rappelez-vous quand je vous parlais des problèmes de banditisme durant le 19e siècle et du pourquoi, du comment. Comment est-il possible de ne pas se rebeller face à la société quand on galère dedans? Et même par des petites conneries. Qui parmi les gens qui lisent ces lignes n'a jamais chouré un truc parce qu'il était en grosse galère de thunes? Et faites gaffe parce que je ferai des stats de ça. Et je vous conseillerais aussi comment bien tirer des fromages. Et tout simplement parce que j'ai trouvé aucune statistique concernant l'âge des délinquants et contrevenants à la loi. J'ai cherché ça pendant une bonne heure et j'ai absolument rien trouvé de réellement utilisable. Alors, c'est un manquement statistique et qui permet de nombreux lieux communs. Bah oui, et ces lieux communs vont se retrouver dans la tête des flics. Puisque c'est des lieux communs qu'on a en tête, puisque c'est des lieux communs où l'on n'a pas de sources statistiques sérieuses pour démontrer si elles sont véridiques ou foireuses. Et qui va se retrouver en interaction directe face aux keufs en conséquence de ça? Les jeunes, les moins de 26 ans, pour qui c'est si compliqué de s'insérer dans la société. Et pour ça, on a des kilomètres de statistiques par contre. Particulièrement les jeunes racisés en banlieue. Tant qu'avoir des emmerdes pour aucune raison valable, autant que ça arrive par escadrille. Bon, sur le sujet, je ne pourrais que vous conseiller de lire l'anthropologie de la police des banlieues de Didier Fassin, qui fait un compte-rendu qui se veut le plus lisible et accessible possible pour une étude sociologique. Ce qu'il décrit ici, c'est des individus bloqués dans des systèmes d'impératifs, avec une extrême violence et hostilité envers la population. Que ça soit par confirmation d'idées reçues, ou par le milieu social de travail menant les keufs dans des cercles vicieux d'hostilité et de violence face à la population. Et en filigrane, l'agression par le contrôle d'identité constant des éléments les plus fragiles, les jeunes. À savoir, la police n'a pas le droit de faire des contrôles d'identité sans raison valable. Et oui, ça aussi c'est encadré. Donc bon, en attendant, pour expliquer cette surreprésentation des jeunes dans les décès liés à la police, c'est cette espèce d'interaction malsaine entre un contexte social violent et les idées reçues de nos amis de la maréchaussée. Peut-être que c'est des conneries, peut-être pas. En tout cas, c'est la preuve que les sciences sociales n'ont pas assez de fonds pour faire des travaux extrêmement importants et qui sont des marronniers politiques agités par toutes les droites depuis à peu près toujours. Alors sur la question de l'attaque sur les keufs, certes, les statistiques sont contraires aux idées reçues. 56 des 578 morts ont attaqué la police. Alors, avec ce que tu as lu, j'espère que tu n'es à présent plus étonné. Néanmoins, j'ai le champ libre pour te parler d'une étude sociologique du début des années 60, ultra connue dans la psychosociale. Tu fais de la psychosociale, tu la connais forcément, donc tu vas pouvoir me dire que je l'invoque de manière absolument abusive, comme tout le monde, mais je m'en fous, je suis complètement déglingo. Alors rapidement, l'expérience de 1000 grammes, qu'est-ce que ça... Pour faire une expérience de 1000 grammes, tu as besoin de 3 personnes minimum. Une autorité, un individu test, enfin plusieurs sinon c'est pas une très bonne étude sociologique, et enfin un acteur. L'autorité sera là pour s'assurer que l'expérience suive son cours. Le sujet sera nommé autorité exécutante pour l'expérience. Et l'acteur aura à jouer, et peut-être même à fin de la mort, puisqu'il sera demandé à l'individu test d'infliger des punitions de plus en plus fortes à l'acteur. Qui du coup, il va pas se les prendre en fait les punitions, parce qu'on torture pas les gens pour des tests de sociologie. Donc, l'expérience de Milgram tient son nom du créateur du protocole Stanley Milgram, qui cherchait à comprendre comment les bourreaux nazis ont pu commettre ces atrocités. Et son acteur allait jusqu'à feindre la mort, puisque la punition graduée de plus en plus forte était censée être des chocs électriques. Donc je récapitule, histoire que ça soit clair. On a une autorité chargée de faire respecter le protocole du test. Un individu test, qui balance des décharges électriques de plus en plus violentes, qui vont jusqu'à la mort présumée de l'acteur. Et un acteur qui
fait ces trucs d'acteurs. 62% des individus tests se sont retrouvés à, entre guillemets, tuer l'acteur. Avec comme seul ascendant psychologique, un scientifique leur demandant de continuer envers et contre tout en s'exprimant de manière parfaitement neutre. Je vous parle de l'expérience de Milgram puisqu'elle a l'avantage d'avoir été reproduite des centaines et des centaines de fois, d'avoir eu des contextes très différents. Elle a eu des contextualisations autour de tests scolaires à l'université, autour de tests d'embauche et même autour d'un jeu télé, d'où on tire le fantastique documentaire Le Jeu de la Mort qui est très facile à trouver et explique très intelligemment le test et ses conclusions. Alors je pourrais en rester là et vous parler d'un aléatoire test de Milgram qui concerne la police et d'une expérience de ce type avec des policiers. Mais je vais faire bien pire. Je vais vous parler d'un précédent involontaire, et ce précédent involontaire a été répertorié dans le livre Des Hommes Ordinaires de Christopher Browning. Et je pense que vous allez voir à peu près où je vais en venir, puisque ça se passe durant l'Allemagne nazie, donc si vous êtes sensible à ces thématiques-là, je vous conseille de sauter quelques minutes de la vidéo, parce que je vais vous parler d'un truc quand même assez dark. Alors ça se passe en juillet 42 en Pologne. Le 101e bataillon de la police allemande, qui a ses 500 éléments jugés comme étant parfaitement sains d'esprit, qui sont jugés comme étant des hommes ordinaires, d'où le titre du bouquin, venant de Hambourg, une des villes les moins nazies d'Allemagne à l'époque. Donc, ce 101e bataillon doit aller au ghetto de Józef en Pologne, afin de rafler et escorter des juifs jusqu'à des camps de concentration. Jusque-là, rien d'anormal pour une unité paramilitaire de police de l'Allemagne nazie. Néanmoins, suite à un lourd souci logistique, l'ordre est changé. Ils se verront attribuer une mission habituellement confiée aux Einsatzgruppen, groupes militaires subissant un lourd formatage idéologique. Il leur sera demandé de purement et simplement massacrer la population. Le commandant de l'unité, Wilhelm Trapp, annonce presque en pleurs que leur mission sera d'éradiquer la population. Cependant, fait extraordinaire, il laisse la possibilité à tous ses subordonnés de se soustraire à cet ordre et de passer à des missions d'escorte de tous les hommes valides qui seront déportés vers des camps de concentration. De juillet 42 à novembre 43, cette unité, qui n'est pas formatée pour ça et dont le commandant semble souffrir de dépression profonde à cause de l'opération, tuera 38 000 juifs sur place et en déportera 45 000 vers des camps d'extermination. 83 000 morts. Alors, avant d'en venir à la question la plus importante, je vous souhaite rappeler un élément très important qui diffère fondamentalement d'une hypothétique ignoble expérience de Milgram dans des conditions avec de réelles morts. L'autorité présente désapprouve visiblement et fortement les ordres donnés et invite clairement ses subordonnés à la désobéissance. Avec cet élément indispensable à la compréhension de cette histoire, combien, à votre avis, de personnes ont désobéi ? Sur 500, ce sont entre 10 et 12 agents qui ont refusé les ordres selon les témoins. Alors, les conclusions autour de cette histoire sont proches de celles des expériences de Milgram en général, et je vous invite fortement à approfondir autour de ce sujet. Mais si je devais les résumer à un point essentiel, ce serait celui-là. À aucun moment nous n'avons affaire à des monstres. À aucun moment ces individus sont des malades assoiffés de sang. Ils n'ont fait que suivre des ordres. Si vous souhaitez approfondir sur le sujet de l'explication pourquoi l'Allemagne nazie a pu commettre ces massacres, je vous conseille aussi d'aller vers Johann Chapoutot, un historien qui a fait énormément de conférences et bouquins très intéressants sur le sujet, même s'il ne faut pas l'écouter pendant des nuits de déprime. Et le centre de ces études est la question pourquoi les individus ont pu commettre de telles atrocités pendant l'Allemagne nazie. Bon, ça va ? Alors, si ça va pas, hein, on prend une pause. Je sais que ce que je viens de te mettre dans les gencives, c'est dur. Donc, hésite pas à arrêter. Hein. Franchement, ouais, regarde des vidéos de bébés chats et reviens un petit peu plus tard, franchement, si c'est dur. Et n'oublie pas que les humains, c'est aussi les câlins, les parties de jeux vidéo en multijoueur coopératif. Et ça, c'est des trucs quand même vachement positifs. Hein. Et t'inquiète pas, même si c'est une des facettes de l'humanité, on réfléchit à l'institution. Et c'est justement pour éviter que ce genre de choses arrive à nouveau qu'on réfléchit à ça. Et qu'il est important de savoir comment ça marche. Bon, par contre, je suis désolé, je vais de nouveau te mettre un vilain coup. Ouais, je sais, je t'ai prévenu au début, hein, et t'as quand même voulu continuer la vidéo, mais tout le monde a besoin de se poser un moment. Donc si tu le sens pas, tu te poses.
Et on se revoit dans quelques instants, ok? T'inquiète, ce que t'es en train d'écouter va pas disparaître dans les limbes des ténèbres entre-temps. Alors maintenant, imaginons que la police actuelle se retrouve face à des foules estimées comme étant de dangereux rassemblements d'extrémistes terroristes anarchistes, ne souhaitant que la destruction et brûler tout sur son passage. Qu'est-ce qu'il peut se passer à votre avis? Alors certes, j'étends la question très loin. J'étends ça à toute une institution. Mais imaginons, par exemple, que des responsables politiques matraquent jour après jour, que les opposants politiques sont de dangereux terroristes d'extrême gauche, et qu'ordre est donné d'arrêter coûte que coûte un rassemblement. Est-ce que tu penses que le fait que le rassemblement soit totalement pacifiste pourra être pris en compte par les forces de l'ordre, et qu'elles pourront accomplir leur travail en respectant les lois auxquelles elles sont pourtant soumises? Si t'as un doute et que tu penses pouvoir être potentiellement dans cette situation, rappelle-toi que sur 78 morts suite à une intervention de la police, seuls 56 étaient en train d'attaquer la police. On va pas compter les défections et les suicides dans ce corps de métier qui atteignent des taux absolument affolants, et ce sans doute à cause de ces intenables cas de conscience. Mais n'oublions pas que malgré toutes ces horreurs, nous n'avons eu affaire qu'à des humains ordinaires tout du long. Et je pense pas avoir besoin de répondre ni de m'étendre sur la dernière question. Par nature, de simples interactions avec la police exposent les citoyens à des risques pour leur intégrité physique. Donc oui, les contrôles d'identité sont monnaie courante. Donc oui, les morts suite à ces contrôles sont au nombre de 127, alors que les morts suite au flagrant délit sont au nombre de 114. Alors, j'ai un petit peu changé de sujet puisque là je vais m'attacher un petit peu plus à du cas par cas. Mais vous savez sans doute ce qu'il s'est passé à Nantes pendant la dernière fête de la musique. Néanmoins, si vous n'avez pas eu connaissance de l'affaire, je vais me permettre un petit récapitulatif. Le 22 juin, vers 4h30 du matin, la police charge un groupe de tuffeurs sur le quai Wilson à Nantes, avec 33 grenades lacrymogènes, 10 de désencerclement, 12 tirs de LBD, on ajoute à ça 2 grands coups de matraque et des jets de spray lacrymogène sur la foule. Dans la panique, 14 personnes tombent dans la Loire. Alors qu'à la base, elles s'en tenaient à bonne distance, justement parce qu'on a affaire à des gens qui savent organiser des événements de ce genre. Enfin, Mediason, les organisateurs, a fait en sorte que les gens soient éloignés de l'eau. Une personne n'en ressort pas. Steve Mayakaniso, 24 ans, typical mec blanc, animateur scolaire, amateur de free party. Ça semble être quelqu'un de parfaitement sympathique et innocent. Bref, un peu cette espèce de gendre parfait. Alors ça a l'air très ironique dit comme ça, mais ça l'est en aucun point. C'est des éléments sur lesquels je reviendrai beaucoup plus tard. Son corps est retrouvé plus d'un mois plus tard, le 29 juillet, à proximité des lieux de sa noyade. L'identification est prononcée le lendemain à cause de l'état du corps. À savoir, les recherches ont commencé 2 jours plus tard, et la Loire est un fleuve particulièrement capricieux. D'où la complexité du coup pour retrouver le corps, mais aucune explication est donnée pourquoi les recherches ont été données aussi tard. Revenons à la soirée, et commençons sur des considérations pratiques. Le quai Wilson est dans une zone lointaine des habitations, et en même temps en plein centre de Nantes. Alors ça a l'air très curieux, mais c'est juste qu'à la base l'île de Nantes, le quartier logeant le quai Wilson, c'est une zone qui a été réaménagée puisque sinistrée par la désindustrialisation. Donc les lieux sont en pleine réurbanisation. Par exemple, t'as un endroit avec plein de bars les uns à côté des autres que l'on nomme le hangar à bananes et qui s'est reconstruit en 2006-2007. Alors le quai Wilson, c'est pas loin de cette zone-là. Il y a 2-3 ans, il y a un parc pour gamins qui s'est construit et toute une orga qui se fait pour que ça soit un endroit sympa pour les traîner en soirée d'été. On s'est principalement assuré par cet ogre de subvention qui est le Royal Deluxe, mais passons. Les habitations sont au minimum à 500 mètres. Et de toute façon, le soir de la fête de la musique, les lois sur le tapage nocturne sont nettement assouplies. Bref, si t'as un endroit pour organiser une tawa en plein centre-ville, bah c'est techniquement la zone la plus sexy que je connaisse. Et j'ai habité dans pas mal de villes différentes. Tu emmerdes personne, c'est très simple d'accès même à pied, d'où l'emplacement d'une scène de teuf en plein Nantes. Oui, enfin, j'insiste là-dessus, mais ça fait partie des arguments pétés que j'ai pu voir de la part des petits fachos tout miteux pour expliquer la charge des keufs, le fait que ça soit presque en centre-ville, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus en fait. Le seul souci infrastructurel pour organiser cette tawa, qui n'en est pas vraiment un, puisque t'as au final énormément de place, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou pour la Loire qui est plusieurs mètres plus bas.
Donc, on arrive à une zone où des gens font la teuf. Il est impossible que t'arrives à emmerder les riverains en balançant ton son bien fort, et d'ailleurs les keufs félicitent les organisateurs quelques minutes avant la charge pour le bon déroulement de la soirée. Alors, il y a une question qui s'impose. Pourquoi l'ordre a été donné ? Et je suis au regret de vous annoncer que je ne sais pas. Par contre, je suis en mesure de te parler de la personne qui a donné l'ordre et de te parler assez longuement de lui. Le commissaire Grégoire Chassin. Alors Grégoire Chassin est le commissaire chargé du service de sécurité de proximité de Nantes depuis le 1er juin 2015, avec à sa tête 680 fonctionnaires. Auparavant, ce type était affecté au commissariat de Tours où il aurait fait des siennes avec sa vision très personnelle du maintien de l'ordre. Vision dénoncée par les SGPF aux polices depuis très longtemps. Ce commissaire fait partie des nombreux médaillés illégitimement par Castaner le 16 juin 2019 pour son action pendant les manifestations des Gilets jaunes. Et vous savez ce qui est le pire ? Ce type a été confronté à exactement la même situation et au même endroit, à la fête de la musique, 2 années plus tôt. Et l'ordre de ne surtout pas charger a été donné, de peur qu'il y ait des noyés. Encore une fois, des questions sans réponse autour d'un commissaire déjà dénoncé plusieurs fois pour son grand manque de professionnalisme dans son travail de connard. Non pas que s'il avait été professionnel, ça en ferait pas un connard, ce serait juste pas un donneur d'ordre meurtrier. Ce serait déjà plutôt une bonne avancée. Ce manque de professionnalisme qui a déjà été dénoncé, alors qu'il a eu des postes avec de plus en plus de responsabilités, et au final, une question reste dans ma tête. La police a-t-elle vocation à être professionnelle et à respecter les règles de sécurité inhérentes à sa fonction ? De plus, ce n'est pas la première fois qu'il y a une charge policière près de la Loire, et avec à chaque fois les mêmes cris d'alarme. Un jour, quelqu'un sera noyé à cause des flics. Et cette fois-là, c'est arrivé, et c'est tombé sur Steve Maya Canisso, qui a juste eu l'audace folle d'aller écouter de la musique dans une tawa organisée dans une zone où ça ne dérangeait personne pendant la fête de la musique. De mon expérience personnelle de manif à Nantes, j'ai fait ça pendant 2-3 ans quand même, je peux même dire que c'est un miracle que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Et pour ça, je ne peux que saluer la lucidité de ceux qui préparent les manifs et qui se sont mis progressivement à éviter les cours d'eau. Comme si tout le monde savait déjà que ça finirait par inévitablement arriver, mais qui essayait de retarder l'échéance. Alors, l'affaire Steve Maya Canisso est devenue une affaire nationale. Pourtant, ce n'est pas le premier de l'année à être mort par des actions très discutables de la part de la police, et ça ne sera sans doute pas le dernier malheureusement. Cette fois, je vais me référer à une enquête de Street Press qui publie chaque année un récapitulatif des morts par l'action policière. Cette enquête part de juillet 2018 et se termine en juillet 2019. Je vais recouper les infos et vous filer les sources si nécessaire. Même si Street Press fait un travail formidable, on recoupe toujours les sources quand on veut s'assurer de donner des bonnes infos. Ce qui est pas assez commun malheureusement, mais passons. Je vais me contenter de vous raconter les faits, de la manière la plus succincte et simple possible. Note 1er. Philippe Ferrière est décédé le 24 mai 2019 à Drancy. Il avait 36 ans, drogué et alcoolique, et séparé depuis 2 mois de sa compagne, à cause de ses problèmes d'addiction. De plus, il souffrait d'une lourde dépression. Comme trop souvent depuis leur séparation, il se rend ivre à moto chez son ex-compagne, qui lui demande de lui remettre les clés de la moto, d'appeler un taxi et de rentrer chez lui. Passé 1h du matin, il jette des cailloux à la fenêtre de son ex-compagne, qui se décide à appeler la police pour qu'ils viennent le chercher. C'est la 3e fois ce mois-là, et ses interpellations se sont toujours bien passées. Il les suivait docilement, sans être menotté, puis finissait la nuit en cellule de dégrisement. Cependant, cette fois, ça ne se passe pas comme d'habitude. Alors qu'elle ferme ses volets, elle entend Philippe crier. Elle le voit se faire frapper et maîtriser au sol. La brigade insistait pour le menotter. Impuissante face à la situation, elle reste dans son appartement jusqu'à ce qu'un des policiers vienne chez elle l'informer que son ex-compagnon était maîtrisé et lui demandait si elle souhaitait porter plainte le lendemain matin. Néanmoins, elle descend pour reprendre les clés de la moto de Philippe. Et elle ne peut que constater une scène d'une violence inouïe. Elle voit son ex-compagnon au sol, blanc, les lèvres bleues, avec 3 policiers lui pratiquant un massage cardiaque. Les 3 enfants aînés de la baraque assistent à cette scène. Le décès est prononcé à 2h30 du matin. Un voisin aurait filmé l'intervention avec son portable, mais un flic aurait pris le dit portable pour effacer la vidéo. Le parquet annonce un traumatisme crânio-facial en cause pour ce décès, avec l'analyse toxicologique indiquant que l'alcool et la cocaïne
pourrait aussi être l'origine d'une intoxication aiguë. Une contre-expertise aurait été demandée. Philippe Ferrière était convoqué à une audience judiciaire pour des faits de violence sur son ex-conjointe le 29 mai. Il avait défoncé sa porte d'entrée. Son ex-conjointe nie toute violence physique de sa part. Et comme pour venir contraster le portrait de ce type, il a été cité dans le journal communal de Drancy en tant que héros du quotidien, puisqu'il a sauvé la vie d'un môme de 18 mois le 7 avril 2019. Alors, je pourrais être bête et méchant comme à mon habitude et dire « Ouais, trop bien, masque une mort, champagne !» Mais déjà, même si je hais le machisme au plus profond de mon être, je n'arrive pas à me réjouir de la mort de quelqu'un. Surtout que nous avons visiblement affaire à quelqu'un d'absolument déséquilibré, qui avait besoin d'aide psychiatrique de toute urgence, que ça soit avec son accord ou contre son accord, puisqu'il était visiblement dangereux pour son entourage de par son état psychique. Déjà, on peut notifier l'incurie socio-médicale qui plane tout du long de l'affaire. Pendant 2 mois, la police laisse un type visiblement malade et potentiellement dangereux aller faire chier son ex à des heures innommables. Ensuite, on peut noter que la seule réponse donnée à cette situation dangereuse pour Philippe et pour son ex est de l'emmener en cellule de dégrisement, puis de finir par le maîtriser au sol, agression physique ayant les suites que l'on connaît maintenant. Ensuite, sachant qu'ils ont sans doute tué quelqu'un, la première réaction de ces flics est d'aller mentir et s'assurer que les témoins potentiels évitent de pouvoir témoigner. Le voisin et la vidéo supprimée, puis le policier demandant à l'ex-compagne si elle souhaite porter plainte le lendemain matin, logiquement pour faire en sorte qu'elle ne sorte pas de chez elle avant le matin et découvre le corps. Bon, certes, j'interprète une affaire n'ayant pas encore été jugée, néanmoins je ne vois pas quelle autre conclusion tirer de cette affaire qui pourrait presque sonner comme étant une allégorie de la société actuelle. La déficience d'un service public pourtant indispensable entraîne l'action violente de la police, qui tente de camoufler son incapacité à compenser son inefficience. Mais je vaticine, et même si je crois en la logique de mes propos, je ne devrais pas aller aussi loin dans l'interprétation. Même si je sais que t'es aussi là pour ça. J'ai repéré ton sticker Zakab, espèce de malin va. Bon, continuons plutôt notre triste voyage. Le 18 avril 2019, Patrick Iem est tué par balle à Versailles. Suite à une dispute, il aurait blessé sa compagne avec un couteau à pizza d'une lame longue de 20 cm. Le policier aurait tenté de le neutraliser avec son taser, ce qui aurait été inefficace à cause de sa lourde veste. Puis l'agent lui tire dessus après sommation avec son flingue de service. Patrick Iem s'effondre au sol dans une mare de sang, touché au thorax et à l'épaule. Le décès est prononcé à minuit 40. Et c'est là où ça devient épineux, puisque les versions des faits divergent. Nous avons l'opposition entre Le Parisien et Street Press. En indiquant seulement une source policière, Le Parisien publie que Patrick Iem était en train d'avancer avec le couteau en main et que l'agent a agi en état de légitime défense. Ensuite, le journal donne la parole au délégué départemental du très droitier syndicat Alliance, qui parmi ses nombreux faits d'armes a quand même permis de faire voter une loi permettant aux policiers de conserver leur arme de service à leur domicile, décision politique ayant entraîné des dizaines de morts. Donc on a un syndicaliste d'Alliance déclarant évidemment que la légitime défense ne fait aucun doute sur cette affaire. Puis dans l'article, sans que l'on sache trop pourquoi, Le Parisien indique que Patrick Iem était un buveur de bière, alors que ça ne semble avoir aucun lien direct avec l'affaire. Alors certes, l'alcool est présent dans une majorité des crimes contre les personnes, mais l'article ne précise à aucun moment cette statistique. Street Press, quant à lui, prend la déclaration de son ex-compagne. Elle déclare que l'agression qu'elle a subie fait suite à un coup de folie, qu'elle l'a vu avec le couteau mais pas avancé. Enfin, Street Press précise que le brigadier a été placé en garde à vue, que ses armes ont été saisies et que l'enquête de l'IGPN est toujours en cours au 21 juin. Alors, on peut aboutir à une dichotomie dans l'énonciation des faits de par les bords politiques des deux journaux. Mais je préfère pour ma part déduire un sérieux manque de professionnalisme de la part du Parisien dans le traitement de cette affaire. En effet, on a le combo gagnant ici. Déjà, le Parisien fait partie de ces médias grand public se réclamant de la neutralité politique. Alors permets-moi d'en douter 2 secondes, particulièrement avec ces éléments en main.
Ensuite, le Parisien conclut à un acte de légitime défense, alors que l'enquête de l'IGPN n'a même pas démarré. D'ailleurs, cette enquête est annoncée dans le même paragraphe où le syndicaliste d'Alliance annonce qu'il ne fait aucun doute que nous avons affaire à un cas de légitime défense. Et que c'est la preuve ouin que le métier de flic ouin c'est dur quand même. Et à aucun moment, cette supposition de légitime défense, qui n'a pas de fondation parfaitement solide, à en juger par les éléments donnés par l'article, est contredite. En somme, t'as un mec aléatoire d'Alliance qui dit que c'est de la légitime défense, donc c'en est, ta gueule c'est magique. Enfin, histoire d'enfoncer le tout, Patrick Hiem est décrit comme étant alcoolique. Alors bon, c'est fortement probable si les voisins le disent, c'est loin d'être impossible. Pourtant, à aucun moment, il n'est fait mention de l'état d'ébriété de Patrick Hiem le soir de son décès dans l'article. Street Press, quant à lui, a publié son article plusieurs mois plus tard et ne sous-entend aucune conclusion sur l'affaire. Et comme pour compenser l'article du Parisien, il donne la parole à son ex-conjointe qui nie en bloc la version présentée par la police. Il est évident que les deux organes de presse sont mus par des idéologies contraires. Néanmoins, si Street Press présente les faits de cette manière en citant directement l'article du Parisien, c'est justement en souhaitant créer une balance dans ce que le dit journal grand public a déclaré. C'est pas super classe comme manière d'attaquer, mais quand on voit le torchon délivré par le Parisien, l'attaque en toute bassesse est parfaitement légitime. Au contraire, donner le change en opérant de la manière inverse permet de démontrer le manque profond de professionnalisme dont a fait preuve le Parisien. Donc merci Street Press, encore une fois d'avoir fait preuve d'intelligence dans votre ligne éditoriale. Après une affaire avec un traitement médiatique plus que douteux, une affaire avec un traitement médiatique quasiment inexistant. Brahim Moussa est mort le 1er janvier 2019 suite à une blessure par balle survenue un mois plus tôt. Ça se passe à Lille le samedi 1er décembre au petit matin. Brahim arrive au volant d'un Scénic noir au petit matin près d'une Clio blanche de location que la BAC surveille depuis la veille. Il y dépose un passager. D'après la police, la BAC comptait reprendre le véhicule volé. Dans la panique, Brahim aurait tenté de fuir en voiture, un des keufs tire et le touche au flanc droit. Il perd le contrôle de son véhicule et se crache quelques mètres plus loin. Il restera 1 mois dans le coma avant de mourir des suites de sa blessure et de son crash. Très peu d'infos retrouvées sur cette affaire et très peu de choses à en retirer. Visiblement, l'enquête de l'IGPN serait en cours sans grande irrégularité, qui m'est choqué pour le moment. Je commence à être un peu beaucoup méfiante à force des os pas des os. Sa famille aurait porté plainte contre X pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner par agent dépositaire de l'autorité publique. Oui, cette irrégularité de ne pas donner le tireur pour l'enquête est quant à elle tellement récurrente que j'en oublie presque que ça n'est pas normal. Le parquet a pris compte de la plainte et pour le moment l'IGPN déclare qu'en l'état, il n'apparaît pas d'éléments susceptibles de mettre en cause la responsabilité des keufs. En somme, un début de bras de fer juridique entre la justice et la police qui va durer pendant des années. Ici, on peut quand même notifier le grand souci que représente l'IGPN, Inspection Générale de la Police. C'est quand même un corps de la police qui surveille la police. On récapitule, c'est une autorité de contrôle qui est rattachée à un corps très proche des autres policiers. Pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si tu avais buté quelqu'un et que le juge était ton collègue de bureau d'à côté. Bah, y a un conflit d'intérêts. Donc, ton collègue qui est juge, il est mis hors d'affaire. Bah, apparemment, l'institution de l'IGPN est autorisée à être structurellement en conflit d'intérêts constant, puisqu'elle enquête sur sa propre institution. Alors effectivement, même sur des affaires où il ne semble pas à premier lieu avoir de doute, il semble planer comme une espèce de fantôme malsain, de par cette proximité entre les suspects et les enquêteurs. D'ailleurs, c'est un truc qui semble être assez désagréable à rappeler, donc je vais encore insister lourdement là-dessus. L'IGPN et l'IGGN ne devraient pas être habilités à enquêter sur ses collègues. C'est pas comme cela que devrait marcher un vrai corps de l'inspection sur la police et la gendarmerie. C'est pas comme s'il était possible que la gendarmerie enquête sur la police et vice-versa. Ce qui restera une bien triste solution quand on peut imaginer que ça soit un corps absolument indépendant, rattaché directement, je sais pas, au ministère de la Justice par exemple. Mais apparemment c'est pas possible de faire en sorte que le l'IGPN fasse du vrai travail. Suite à une affaire inconnue à cause des peu d'éléments qui sont donnés, une affaire très connue à cause de tous les éléments ayant été arrachés au forceps.
Zineb Redouane, 80 ans, est morte le 2 décembre à Marseille suite à une blessure assénée par un lance-grenade, coup survenu alors qu'elle fermait sa fenêtre la veille pour éviter de respirer la lacrymogène baignant la rue en bas de chez elle, pendant une manifestation commune entre les habitants indignés à Marseille et l'acte 3 des Gilets jaunes. Le ou les coups auraient été donnés à 18h57, avec comme témoin auditif sa fille qui aurait entendu le ou les coups et les cris de sa mère au téléphone. Sa fille aurait confirmé aux médias que sa mère s'est réfugiée chez une voisine et qu'un agent serait venu demander les clés de l'appartement, chose pour laquelle elle était réticente. Enfin, selon les médecins interrogés par le média, elle n'aurait pas dû être opérée aussi vite à cause de problèmes de cœur. Elle était consciente à son arrivée à l'hôpital et a pu déclarer à sa fille, à son fils et à sa voisine qu'elle a été visée par la brigade. Une première autopsie réalisée en France met en évidence un traumatisme sévère au visage, des fractures costales ainsi qu'un œdème pulmonaire. Néanmoins, le parquet de Marseille insiste sur la santé fragile de la vieille dame afin de détourner la question autour de la cause du décès et de rappeler les antécédents médicaux lourds qu'elle avait. Le parquet d'Aix-en-Provence se porte favorable pour un dépaysement de l'instruction. Changer de lieu pour une affaire judiciaire en somme. Dépaysement demandé par l'avocat de Madame Redouane et dépaysement demandé parce qu'un magistrat de Marseille aurait été présent avec la dite brigade. Et il semblerait ne pas pouvoir s'exprimer autour de sujets pour des raisons de pression professionnelle. Non mais l'épée de la justice est aveugle, hein. T'inquiète mon pote. Des éléments donnés aux médias par une source policière, apparemment des coups de flashball lui auraient été assénés. L'appartement est toujours sous scellé, donc impossible d'étudier les lieux, qui en plus ont été nettoyés par un agent de la police, ce qui est un travail dans la pègre, nettoyer les lieux d'un meurtre. La seconde autopsie, cette fois réalisée en Algérie, déclare sans sourciller que seuls les coups reçus peuvent être incriminés pour son décès, ce qui semble nettement plus logique, avouons-le. Enfin, les nombreuses caméras dans la rue sembleraient être capables de détecter quiconque commet la moindre infraction, sauf si l'agent des forces de l'ordre, puisque le ou les coupables du ou des coups ne sont toujours pas déterminés. Alors, je vais me permettre un point politique, dans le sens équilibre des forces décisionnaires. L'acte 3 des Gilets jaunes a été une des manifestations nationales les plus violentes que le pays ait vues depuis très longtemps. Le pouvoir vacillait, Macron n'est pas apparu médiatiquement de tout le mois de décembre, alors qu'on est habitué à voir sa tronche de coups partout. Le parquet de Marseille a montré des irrégularités avant même le début de l'affaire, puisque le magistrat observateur n'avait rien à faire ici en tant qu'observateur. Il était dans une situation assez proche de celle de Benalla, si vous voulez. L'enquête de l'IGPN relève de l'indécence, tellement elle est incomplète. Elle a à disposition les caméras du quartier. Pourtant, elle fait confiance à la déclaration des policiers en les laissant déclarer qu'aucun d'entre eux n'aurait tiré. Malgré la première autopsie, qui a été tenue secrète de la magistrate de Marseille, la thèse de la mort, autre qu'à cause des coups, a été tenue pendant plus de 6 mois par le ministère de l'Intérieur et le parquet de Marseille. À même titre, la mort de Steve n'a pas été liée à l'intervention policière. Les informations choisies sont juste erronées. Dans le cas de Steve, c'est une enquête lacunaire effectuée par-dessus la jambe avant même que le corps ait été retrouvé, profitant pour temporiser du temps nécessaire aux contre-enquêtes officielles. Nous avons présentement des gens n'hésitant pas à mentir et à couvrir des policiers coupables de meurtre pour des raisons politiques et professionnelles. Et vous voulez le petit détail incroyable? Parlez des médailles de la honte qui a quelques pages. Eh bien, à même titre que le commissaire qui a ordonné la charge sur les tuffers à la dernière fête de la musique à Nantes, un des agents suspectés dans cette affaire a été médaillé par Castaner. C'est beau la vie, hein? Le 28 septembre 2018, Henri L'Enfant est mort à Fouquier-les-Lances. Il avait 22 ans. C'était un auto-entrepreneur dans la récupération de ferraille et vivait avec sa famille dans un campement de gens du voyage entre Fouquier-les-Lances et Billy-Montigny. Dans la nuit entre le 27 et le 28 septembre, il était au volant d'une BMW avec son frère et une troisième personne. Des gendarmes du GIGN en filature tentent d'interpeller 3 membres d'une bande organisée spécialisée dans la délinquance. Ils sont soupçonnés de cambriolage et de vol de fret. Sa compagne affirme qu'Henri a été sous contrôle judiciaire pour des faits de vol quand il était plus jeune. Vers 3h30, les gendarmes tentent de les appréhender. Un premier est appréhendé, un deuxième s'enfuit et Henri essaye de s'enfuir en actionnant la marche arrière du véhicule. Un flic rentre et lui tire une balle dans la nuque. Le père d'Henri affirme à France 3 avoir assisté à toute la scène. Il aurait vu son jeune fils être roué de coups pendant que son grand frère faisait demi-tour pour le rejoindre. Sa compagne entend le coup de feu et essaie de rejoindre les lieux avec sa famille. Les gendarmes les auraient menacés avec leurs armes et leurs chiens.
elle apprend la mort d'Henri dans la presse quelques heures plus tard. Alors, plusieurs questions se posent autour de cette affaire. Déjà, dans les faits précis, un gendarme du GIGN rentre dans une voiture et tire une balle dans la nuque d'un conducteur qui faisait marche arrière. Alors, un flic du GIGN, c'est un élément de l'élite de la gendarmerie. Il se retrouve donc incapable de neutraliser un individu autrement qu'en le butant. Première question, pourquoi utiliser son arme? Il était dans la voiture et avait donc accès à Henri. Alors peut-être qu'il était trop con pour se dire qu'il ne pouvait pas faire autrement. Bon, c'est vrai qu'on a juste affaire à un flic d'élite, quoi. Un corps formé et habilité à désarmer des fous furieux armés jusqu'aux dents. Ayant déjà été capable d'appréhender sans tuer qui que ce soit de très nombreuses fois, en tant que corps. Mais là, apparemment, un mec dans une BMW qui fait marche arrière, c'est impossible. En plus, si on imagine que c'était vraiment impossible pour lui, avec une formation absolument tarée de le neutraliser sans son arme, était-ce vraiment nécessaire de lui tirer une balle dans la nuque? Est-ce que c'est inévitable d'abattre quelqu'un pour le stopper alors qu'il a les mains occupées à conduire et à faire une marche arrière? Est-ce que c'est si impossible que ça de le neutraliser autrement? Et enfin, une question cruciale. Que fout le putain de GIGN ici? C'est-à-dire, quand même, appréhender des pieds nickelés accusés de vol de fret et de cambriolage. Oh, excusez-moi du peu, mais c'est comme si la BAC intervenait parce que j'ai fraudé dans le tram. S'il y a plusieurs corps de police, c'est pour que les missions adaptées soient données au bon corps de police. Donc on peut soupçonner deux causes. La première piste est l'antinomadisme systémique, que l'on voit principalement par le racisme institutionnellement accepté envers les Roms. Bah ouais, on a affaire à des gens vivant dans un campement de nomades, et ça n'a jamais été particulièrement apprécié par tout ce qui essaie de s'unifier en tant qu'État-nation. Donc dès qu'il est possible de leur taper fort sur la tronche, parce qu'ils ont l'audace de ne pas être sédentaires, la tarte est mise. Alors déjà que les Roms ont affaire aux ploucs du coin pour qui il est parfaitement acceptable de leur chier dessus parce qu'ils violent les poules, détournent les circuits d'enfants et volent l'eau pour se baigner dans des piscines. Faut pas abuser, ma bonne dame Michu. Bref, le racisme, encore une fois un déplaisir de tout instant. Et j'ai personnellement une deuxième hypothèse, qui part du questionnement autour de ce que foutaient la BAC et la police judiciaire. Parce qu'en principe, c'est eux qui sont habilités pour ce genre d'affaires. Donc où est-ce qu'ils étaient ces cons-là? Rien? Aucun indice? Ah oui, c'est vrai, ils taffent déjà trop à taper sur les manifestants. Bah ouais, quand on déplace des corps pour des missions pour lesquelles ils ne sont pas habilités, d'autres corps font leur travail pour des missions pour lesquelles ils ne sont pas habilités non plus. Bon, je vois que t'as encore l'air suspicieux, mais malgré toutes mes recherches, à aucun moment je ne vois la potentielle détention d'armes pour la dite bande organisée qui a cambriolé et volé des frettes. Si vous voulez en savoir plus sur les comportements de la police envers les Roms, alors je vais vous conseiller pour la 40 millième fois de lire l'anthropologie de la police des banlieues de Didier Fassin. Oui, la lourdeur de mon assistance n'a d'égal que la lourdeur de l'État à être incapable de faire respecter les lois à sa police. Le 14 août 2018, Romain Chevna, 26 ans, meurt d'une balle au thorax à Paris. Il fuyait un contrôle routier parce qu'il était en défaut de permis. Permis qu'il allait bientôt repasser et avait un feu défectueux. Il vendait des fruits et légumes à Rungis. Détail qui aura son importance plus tard. D'après la police, il aurait accéléré pour tenter de renverser la patrouille. Il avait déjà été interpellé pour une conduite sans permis et un refus d'obtempérer. Et ce, chez lui. Autre détail qui aura son importance. Mais cette fois, un policier prénommé Kevin, j'invente rien, demande à un type en scooter de pourchasser le fuyard et il monte à l'arrière du scooter. Et c'est ainsi qu'un civil se retrouve impliqué dans une course-poursuite en scooter en plein Paris. Évidemment, Romain prend des rues à contresens dans la panique et finit par se retrouver bloqué dans la circulation. Kevin, le keuf, qui tout de long recevait l'ordre d'arrêter ses conneries par radio, et ça je tiens ses sources d'Europe 1, descend du scooter quand il arrive à son niveau. Romain Chevna aurait reculé et percuté le scooter, ce qui déclencha le tir du keuf qui traversa l'épaule de Romain et se loge dans son thorax, le tuant sur le coup. Kevin a déclaré ne pas avoir entendu les ordres dans le feu de l'action, alors que la course-poursuite a quand même duré plus de putain de 2 km en plein putain de Paris. Mais ça va dormir debout cette histoire. Déjà, on file vraiment des armes à des gros abrutis. Gros abrutis qui ont le toupet d'invoquer la légitime défense, alors que face à tant d'insistance, ce serait notre pauvre conducteur à qui on aurait envie de donner cette circonstance atténuante pour ses actes. Mais passons. Apparemment, les flics ont le droit de mener des courses-poursuites dans Paris pour un simple défaut de permis et un feu défectueux. Ensuite, les quelques-uns qui me liront et que je n'ai pas encore converti à l'islamo-gauchiste tendance anarcho-queer cheveux roses turbo tapétence 3000 me diront quand même que conduire sans permis c'est vachement dangereux. Et j'aurais du mal à dire le contraire puisque j'ai moi-même renoncé à conduire parce que j'étais bien trop dangereuse au volant.
Néanmoins, j'ai dit plutôt que Romain avait un travail de vendeur de fruits et légumes à Rungis. Alors, n'importe qui ayant habité en banlieue parisienne lointaine comprendra là où je veux en venir. Mais je suis moi-même bien plus provincial qu'autre chose. Donc, vérifions les temps de trajet par les transports en commun entre son lieu de travail Rungis et son domicile Draveil. Alors, RATP.fr, excellent site pour te foutre le seum quand t'es en banlieue, te permet d'analyser le pourquoi du comment Romain était en voiture malgré tout. En partant à minuit, ce qui semble assez logique pour embaucher à Rungis, dont le gros du travail est un travail de grossiste. Il nous est donné 27 minutes en voiture, 80 minutes en vélo, 136 minutes en transport en commun et 285 minutes à pied. Alors si vous voulez, je peux insister sur la psychose autour de l'emploi, mais on résumera au fait que ça entraîne ce genre d'absurdité de faire peur par l'emploi à tout prix. Et enfin, histoire de clouer le spectacle, notre cher Kevin, un grand professionnel, et ce malgré sa surdité partielle survenant quand tu leur ordonnes d'arrêter de faire de la merde, a pu reprendre son poste le 18 septembre, un mois après les faits. Bon quand même, l'information judiciaire de l'IGPN est toujours en cours, faut pas déconner. Et enfin, le dernier décès retracé par Street Press sur son année d'enquête est sans doute celui qui m'a le plus traumatisé personnellement, puisque je vivais à moins de 2 km de là au moment des faits. Aboubacar Fofana est mort le 3 juillet 2018 dans la cité de Braine-Malville à Nantes. À 20h30, une équipe de CRS l'aborde alors qu'il est à l'arrêt dans sa voiture. D'après les keufs, le véhicule était en infraction, il aurait reculé et légèrement blessé un flic au genou. Un de ses collègues ouvre le feu et blesse Aboubacar à la carotide qui meurt 2 heures plus tard. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour un vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. Ce qui n'a pas été jugé sous le coup de la peine de mort depuis au moins l'Empire napoléonien. Premier soir, on sent déjà que ça pue. Des rumeurs de gens ayant pris des vidéos commencent à circuler d'un peu partout, et une émeute éclate le soir même. Et je peux te dire que ça fait bizarre quand t'entends des détonations à 2-3 heures du matin. Suite à cette nuit d'émeute et à la journée émeutière s'en suivant, la version des policiers change. Cette fois, le policier aurait tiré, parce que c'était des enfants qui étaient derrière le véhicule. Oui, il a confondu un de ses collègues et des enfants. Et ça vient de France 3 Région. Attrape le lien si tu veux voir un gros connard d'Alliance mentir. Sans grande surprise, une nouvelle nuit d'émeute s'ensuit. À la fin de sa garde à vue, le keuf avoue partiellement, puisqu'il parle de tir accidentel. Donc il aurait pointé son flingue, aurait accidentellement fait sauter la sécurité et tiré sur quelqu'un qui ne risquait que de s'enfuir. Je vous laisse seul juge de cette affaire qui est encore entre les mains de l'IGPN, alors que le suspect n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction le 19 juin dernier. Quant à moi, je ne peux pas penser à autre chose qu'à un homicide volontaire pur et simple, là où les autres affaires pouvaient au minimum s'imaginer comme étant des affaires d'homicide involontaire avec une mauvaise foi cataclysmique. Et encore, pour ce qui est de Zineb Redouane, cette certitude m'habite tout aussi fort. Et c'est avec cette accusation qui me semble autant aller de soi que j'en finis d'éplucher cet article, sur cette affaire qui m'empêche à nouveau de dormir plusieurs nuits. Alors s'il ne devait exister qu'une synthèse possible à faire de tout ce que je viens de vous raconter, elle serait, à mon avis, une réflexion sur le rôle réel de la police. Bien qu'étant assignée à des missions extrêmement précises. De prime abord, elle doit appréhender des citoyens étant en infraction, éviter les dites infractions uniquement par son rôle coercitif ou si elle a des preuves tangibles. Important puisque nous sommes censés être dans une forme d'état qui se réclame de la démocratie. Donc pas censé coffrer des gens sans preuve. Assurer la quiétude des riverains, assurer la liberté de passage, essayer de saper les raisons de la criminalité via des dispositifs comme des polices de proximité, qui se voudraient lien social, dispositif ayant été supprimé sous Sarkozy malgré son efficacité et l'approbation de la population pour ce dispositif. Bon là c'est une question malheureusement de politique très politicienne et non pas d'un usage potentiellement utile de la police. En bref, le keuf est censé protéger la veuve et l'orphelin en s'appuyant sur la loi. Il est censé garantir les libertés du plus grand nombre, ainsi que l'égalité entre les gens. Bref, les keufs c'est censé être les gentils de l'histoire. C'est San Antonio accompagné de Berrurier, ivre-mort qui sauve le monde du désespoir et de la tristesse en faisant des blagues de beauf. Maintenant, on va arrêter ce récit. Et même si ça me gave, je vais ne pas penser la politique comme je la pense habituellement, dans le sens politikon, l'organisation de la cité en somme. Et je vais essayer de penser la politique en réflexion autour des enjeux de pouvoir, chose qui est souvent nommée politique politicienne, sans que je comprenne trop en quoi faire un pléonasme m'aide à une quelconque compréhension, mais passons. Alors, quel rôle politique pourrait donc jouer la police dans les enjeux de pouvoir? Quelle volonté
pourrait-elle avoir elle-même dans ces enjeux de pouvoir ? Alors déjà, son rôle de laquais protecteur de l'ordre établi ne peut qu'être établi avec certitude. Dès que le peuple semble tendre vers l'insurrectionnel, aucune police en tant qu'institution viendra, de prime abord, réfléchir à la légitimité du peuple à s'insurger. Elle ne prendra pas le temps de réfléchir pour quel côté elle doit prendre parti légitimement si une émeute envers les institutions ou une manifestation insurrectionnelle vient. Alors que ça serait son rôle envers les citoyens, d'après sa fonction dans la société, assurer l'ordre public et assurer la sécurité de la population. Donc, logiquement, son rôle serait de se tenir aux côtés des citoyens révoltés si la population appuie cette révolte. Cela permet de réadapter des institutions ne convenant plus à la population et en évitant autant que possible les dégâts. C'est impossible de nier que socialement, elle entrerait dans son rôle dans ce cas-là, n'est-ce pas ? Cela ferait que les institutions seraient rénovées à chaque mouvement social et créerait une relative instabilité des institutions et qu'elles s'adapteraient à la volonté des citoyens et que waouh, alors la police deviendrait l'allié objectif de la révolution. Ouh, ok. Bon, on arrête le mauvais shit. C'est pas comme si à chaque putain de manif que je vois, il y a toujours une vingtaine d'allumés qui viennent de se prendre un gros fixe de 68 et croient qu'ils vont pouvoir émouvoir du keuf par là. De mémoire, la seule fois où j'ai vu des keufs bel et bien participer à une manif avec d'autres manifestants, on avait été obligé de les sortir parce qu'ils commençaient à foutre le boxon avec le service de sécurité. Tout simplement parce qu'ils voulaient sortir des manifestants qui avaient l'air un peu trop de faire partie du Black Bloc à leurs yeux. Donc la police avec nous, on verra ça quand ils respecteront la loi quand ils sont en civil. Pour le rappel, le Black Bloc est une méthode insurrectionnelle et à aucun moment un groupe politique formel, tout comme un groupe formel. En somme, personne n'est un Black Bloc tant qu'il n'a pas commencé à faire ce pourquoi le Black Bloc s'est organisé. Donc, les keufs dans le cortège ne pouvaient pas faire valoir quoi que ce soit en foutant la merde de la sorte. Oui, c'est un doux rêve auquel on s'est habitué, espérer qu'un jour les keufs arrêtent de nous gazer. Néanmoins, il faut pas oublier qu'ils sont dans un corps social, et dans un corps social particulièrement aliénant par nature. On peut espérer que certains de ses membres s'en rebellent d'ailleurs, mais ceci d'une seule et unique manière, la démission pure et simple. Ils ne font pas un travail où il est possible de dire qu'ils mettent leurs convictions politiques de côté. Leur travail n'est que politique de A à Z. Donc ils opèrent un choix à partir du moment où ils s'engagent dans cette voie. Défection ou fonction, il n'est pas possible d'obéir neutralement aux ordres. Dans ce cas, comme en bien d'autres, en obéissant, on cautionne. En désobéissant, on dénonce. Ni plus ni moins. Et c'est ainsi que si un de tes proches fait partie de la maréchaussée, je l'enjoins à quitter son taf en larguant un étron sur le bureau de son chef. Ce qui, une fois l'aspect scatologique de la chose passée, ne manquera pas de faire rire petits et grands. Dès que l'on parle de violence policière, un marronnier revient, et c'est l'identité ainsi que le passif envers la police. Je m'explique. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont des rapports compliqués avec les keufs, que ça soit pour des causes sociologiques, racisés, pauvres, habitants de quartiers dits sensibles. Je pense que vous savez de quoi je parle. Alors les emmerdes, ça arrive par escadrille, et par la logique, des publics qui ont plus de chances de se faire emmerder par les keufs, et donc plus de chances d'entrer en opposition, etc., etc. Cercle vicieux, tu connais les bails. Et c'est le moment où je me fais pas que des potes. Mais la médiatisation autour des morts par la police va aussi dépendre d'un truc épatant. De la manière dont on va toucher le bourgeois qui regarde le JT de France 2. Nous pouvons faire appel ici aux fameuses règles de proximité. Et nous interroger non pas sur ce qu'elles sont vraiment, mais sur la manière dont elles sont énoncées et pensées dans les rédactions grand public. Pour le rappel, les lois de proximité, que je vais considérer personnellement comme étant plurielles et en corpus, contrairement à la plupart des fois où elles sont énoncées, pour pouvoir les différencier et pouvoir voir plusieurs éléments dans chaque corpus des lois. Elles sont proximité géographique, proximité temporelle, proximité socio-professionnelle et proximité affective. Les proximités géographiques concernent les lieux que connaissent sans doute le public. C'est-à-dire qu'à Montpellier, je fais une grosse vanne sur le Pérou qui est accessible en tram, tout le monde se marre, alors que les sales vannes sur le mauvais shit de commerce concerneront bien plus les Nantais. Ah si, je suis désolé, votre shit il est vraiment dégueulasse et il fait mal au crâne. Et ben là c'est pareil, on est concerné bien plus directement sur ce qu'il se passe dans la rue d'à côté, qu'est-ce qu'il se passe à Tombouctou. Sauf si vous m'écoutez depuis Tombouctou, auquel cas, désolé d'être aussi franco-français dans mon propos. Pour ce qui est des proximités temporelles, c'est cette idée extrêmement précise qu'une information se périme dans le temps, qu'au bout d'un moment, elle n'est plus valable.
Nous arrivons à quelque chose de beaucoup plus subjectif avec les proximités socio-professionnelles qui concerneront ce à quoi le public s'attachera en fonction de son travail. Néanmoins, dans les médias à ouverture large, c'est la loi la moins mise en avant, et ce pour des raisons assez évidentes. Et enfin, la plus subjective de toutes, et qui en dit très long sur le média que vous consultez, les lois de proximité psycho-affective. On peut voir d'ailleurs dans le schéma que je vois un peu partout que l'argent ferait partie d'un des sujets les plus importants d'après ces lois, chose qui est un peu triste. Donc oui, les lois psycho-affectives vont se concentrer sur la vie personnelle du public, savoir ce à quoi ces braves gens s'intéressent dans la vie, et ce en fonction d'épis, ça dépend du média, de leur milieu social. On peut y ajouter d'autres proximités de ce style, comme celle de notoriété ou de rareté, mais je vais me concentrer sur les 4 principales et comparer 3 affaires en ne prenant en compte que les lois de proximité. L'affaire Philippe Ferrière, l'affaire Zineb Redouane et enfin l'affaire Steve Maya Canisso. On va commencer par rappeler le profil des victimes, le contexte de l'homicide et enfin en déduire l'image que nos amis des médias généralistes font de vous en analysant les répercussions médiatiques. Alors, Philippe Ferrière était un moniteur d'auto-école blanc en région parisienne, alcoolique, cocaïnomane et profondément dépressif. Il est fort probable que nous ayons affaire à quelqu'un de violent, à minima verbalement et sur le mobilier de son ex-compagne et de ses enfants. Il était principalement connu, non pas pour ses faits de violence, même si ça ne devait pas être si discret que ça, mais pour avoir sauvé un enfant, ce qui contraste grandement le personnage, admettons-le, et particulièrement sur ce qui concerne le regard médiatique autour de lui. Zineb Redouane était une petite vieille d'origine algérienne, plus ou moins amie avec tout le monde dans le quartier où elle vivait. Ou à minima quelqu'un de connu dans le voisinage pour être quelqu'un de particulièrement sympathique. En bref, l'exemple même de la petite vieille trop cool des contes d'enfants modernes. Et enfin, Steve Maya Canisso était un jeune nantais, animateur scolaire blanc, amateur de free party, décrit par ses amis comme étant une perle de gentillesse et de générosité. Philippe Ferrière est mort par des faits de violence exercés par les keufs puisqu'ils voulaient le menotter pour l'emmener au poste. Rien ne porte à croire le sérieux des agents de police dans cette affaire. Néanmoins, ils auraient cru bon de le forcer à ça, malgré son état d'ébriété avancé et sa coopération habituelle. Ce qui porte à croire que ça ne devait pas être quelqu'un de très compliqué à maîtriser. En bref, tout porte à croire dans cette affaire que c'est juste un mec complètement rincé et ivre-mort qui venait faire chier son ex, et que les flics ont voulu faire un peu trop de zèle. Zineb Redouane était en train de faire la cuisine, la fenêtre ouverte pendant une manifestation. Fenêtre qu'elle a voulu fermer pour éviter les gaz lacrymogènes. Et là, nous devons prendre 2 versions des faits. Premièrement, la version du ministère de l'Intérieur et de la police, qui est de dire qu'elle s'est accidentellement prise une grenade lacrymogène et qu'elle sera morte suite à l'opération nécessaire à cause de sa santé fragile. Une version bien plus précise avec des informations glanées avec difficulté par le média parlerait d'une agression volontaire au flashball et à la grenade lacrymogène sur la vieille dame. Cette version serait compliquée à compiler et à diffuser à grande échelle pour des raisons uniquement politiques. Enfin, Steve Maya Canisso est tombé dans la Loire alors qu'il faisait la fête de la musique à Nantes, suite à une charge incompréhensible et encore inexpliquée des forces de l'ordre à 4h30 du matin. En termes de diffusion, on peut juger que l'affaire Ferrière a été peu médiatisée, que l'affaire Redouane a eu une médiatisation compliquée et faible hors de réseaux alternatifs, et l'affaire Steve Maya Canisso a eu une médiatisation très forte, entre autres avec l'appui des Gilets jaunes et de la France Insoumise. Que peut-on en déduire alors de l'image que les journaux mainstream se font de vous, ainsi que de l'utilisation de faits divers par des forces politiques et médiatiques, en se référant uniquement à ces règles de proximité. Avant de se lancer là-dedans, on va d'abord transposer les règles de proximité géographique à des règles de contexte de milieu de vie, pour des raisons de réflexion sociologique de comptoir. Et tant qu'à faire du pifomètre, autant y aller à la truelle. On va se priver des lois temporelles, puisqu'elles ne sont pas pertinentes ici pour le moment, et mixer les logiques socio-professionnelles et affectives. À en juger du faible impact de l'affaire Ferrière, vous ne vivez sans doute pas en banlieue. Les logiques de ces milieux enclavés ne vous atteignent en rien. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec Romain Chevenat, Patrick Hiem et Henri Clenfant. Henri vivait en milieu campagnard, mais dans un campement rome, qui subissent aussi ça de plein fouet. Les banlieues ainsi que les quartiers dits sensibles s'en mettent des espaces hors de l'espace-temps du commun des mortels et non pas des lieux de vie comme les autres. En bref, ce n'est pas considéré comme des endroits où l'on vit personnellement, mais des endroits où des gens vivraient selon certaines légendes urbaines. Pour ce qui est de Zineb Redouane, quand on parle de sa personne, on ne manque quasiment jamais de se référer à son insertion dans son quartier.
Ainsi, cela semble même être une valeur centrale autour d'elle. Et donc, si j'en crois à la manière dont les conditions de vie de Zineb Redouane sont narrées, il est assez probable que vous viviez dans un quartier citadin. Et que d'ailleurs ce quartier ne soit pas comme les autres, puisqu'il a tout son écosystème propre à lui. C'est du moins ce que l'on peut croire si l'on se réfère aux présentations de la vie au quotidien de Zineb Redouane et d'Aboubacar Fofana. Enfin, pour ce qui est de Steve Mayakanisso, il est souvent présenté comme étant de Nantes, même s'il semblerait qu'il viendrait de la banlieue nantaise, d'une banlieue plutôt campagnarde. D'ailleurs, pour avoir cette information, j'ai dû batailler, et contrairement à toutes les autres affaires, elle ne m'est pas tombée naturellement entre les mains. Donc vu que Steve est amalgamé au nantais, nous partirons du principe qu'il est nantais. Et si j'en crois l'effacement total de la mention de son lieu de vie quand on parle de cette affaire, eh ben vous vivez en ville. Félicitations! Et probablement non pas en centre-ville, mais dans un quartier pas trop loin de ce centre, et pas trop sensible. Bon, je vais pas me cogner les statistiques, mais je doute de tomber juste la plupart du temps que vous vivez proche du centre-ville dans un petit quartier pépouze. Mais apparemment, vous vivez en ville, mais surtout pas en banlieue lointaine. Au niveau de Philippe Ferrière, nous avons affaire à quelqu'un de très commun, sociologiquement parlant. C'est un travailleur blanc, dans la trentaine, l'image même du mec typique de cet âge-là. D'ailleurs, son état psychologique est même plus mis en avant que ses addictions, les deux étant souvent corrélés, mais soit, mettons sa dépression en avant. Zineb Redouane est une retraitée racisée, ce qui en fait un facteur d'éloignement du spectateur moyen. Cela ressemble bien plus à un facteur d'éloignement puisqu'elle est présentée comme une connaissance et non pas comme étant quelqu'un de commun. Enfin, Steve Mayakanisso est, fait rare qui joue en la faveur de sa médiatisation, un jeune travailleur, qui malgré ça a des occupations de jeune. Sa présentation en tant qu'être parfaitement pur, quelqu'un de calme, mesuré, sensible, très doux envers ses proches, fait de lui l'espèce de fils que l'on rêverait d'avoir. Présentation appuyée par les mouvements souhaitant la justice autour de son décès. Et attention, je dis pas que c'est mal, je souligne juste ces faits. Je ne doute à aucun instant de la sympathie de Steve Mayakanisso. Zineb Redouane était d'ailleurs tout autant candidate à une médiatisation forte, voire même plus au vu des faits et du scandale judiciaire qui entoure cette affaire. Pareil, pas de concours de beat médiatique ici, merci. Mais on a affaire quand même à une vieille dame visée par des keufs avec des armes à létalité réduite, tout simplement parce qu'elle ferme sa fenêtre, alors que Steve n'est pas un élément qui est directement agressé personnellement. C'est bon? C'est compilé? À partir de ça, je peux créer ton portrait robot. Félicitations. Tu es un ou une ménagère, petit bourgeois de moins de 50 ans. Tu as un ou deux mômes dans la vingtaine. Tu n'as pas grand lien avec tes parents, même si tu tiens à eux. Peut-être dépressif. Bon, ça aussi c'est une réalité statistique. Et tu es sans doute blanc ou blanche. Alors ces idées reçues ne sont pas là que pour faire joli en fait. C'est même essayer de deviner qui on pense que t'es. Et comment tu es visé par une information. Et là j'ai parfaitement conscience de ne pas m'adresser à la ménagère de moins de 50 ans. Ce que je souhaite te dire ici, c'est qu'il faut toujours voir qui te dit quoi. Et surtout comment tu es perçu par cette personne. Bref, à penser en termes de données brutes, et ce malgré l'émotion. Oui, c'est utile pour t'amener à t'intéresser à un sujet complexe, l'émotion. Néanmoins, tu ne peux pas rester à la surface et à l'émotif. Tu ne peux pas, en dénonçant les violences policières lors des manifestations, oublier toutes les violences au quotidien. Il t'est presque interdit, politiquement parlant, de rester à la surface des choses quand tu commences à militer et à parler de ce sujet. Steve est un élément parmi tant d'autres, et réclamer justice pour Steve doit être synonyme de réclamer justice pour tous les autres, qu'ils soient criminels, alcooliques, violents, fachos ou quoi que ce soit. Les prisons emprisonnent tout autant les citoyens hors de ces murs que ceux qui sont dedans. Même Balkany. Et ça me fout le seum de dire ça. Désolé, mais ça fait longtemps que je vois des factions politiques de gauche ou d'extrême gauche ériger des égéries. Néanmoins, ces égéries ont souvent ces choses en commun. Elles sont blanches, jeunes, sont plutôt apolitiques, soit plutôt d'extrême gauche. Je ne veux pas dénoncer purement et simplement ça, mais une égérie, quand elle n'encourage pas à se plonger dans le sujet, elle ne sert à rien, politiquement parlant. Ni Dieu, ni maître, ni héros. Bon, désolé. J'ai sans doute mis un peu le nez de gens dans un contresens souvent commis. Je souhaitais pas nécessairement en arriver là, néanmoins il convient aussi de rappeler que quand on lutte contre l'autoritarisme et les complaisances envers l'autoritarisme, oui parce que critiquer la police c'est critiquer aussi la complaisance envers l'autoritarisme, quelle que soit la forme que prend votre démocratie.
C'est aussi rappeler que l'on lutte pour la représentation populaire, donc la représentation du peuple par les médias, même quand ce n'est pas un gamin sympa qui s'est fait buter par des keufs. C'est ne pas mettre d'échelle de valeur sur une quelconque vie. Alors évidemment, je m'entendrais bien mieux avec Steve ou Zineb qu'avec Philippe s'il existe une quelconque forme de paradis et qu'on s'y rencontre. Mais nous parlons aussi de réalité sociologique, de données brutes. Et même s'il faut remettre des visages derrière ces drames statistiques, il faut se rappeler que ce sont les données sociologiques qui font vivre notre propos. Nous n'avons en aucun cas besoin de gueule d'ange quand notre propos est solide. Et le propos est solide, la police commet structurellement des bavures. Ça fait partie de ses fonctions politiques, maintenir l'ordre politique établi même s'il ne convient pas au peuple. Ce n'est pas une force démocratique, c'est une force profondément conservatrice. Donc oui, ACAB. Mais nous ne prenons pas en compte les individus, mais bel et bien le formatage idéologique qu'ils subissent. Les flics sont, de par leur fonction politique, des individus néfastes à la démocratie. Rôle bicéphale puisque de par leur emploi prévu par la loi, ils sont utiles à la démocratie. Donc oui, réclamer une dissolution de la police est légitime dans le sens où il est nécessaire de créer une organisation réellement adaptée au respect des règles nécessaires pour faire vivre la démocratie. Mais que cela ne peut pas passer par une entorse démocratique aussi énorme que la police telle qu'elle est conçue actuellement. Et oui, les punks à chiens sont de bien meilleurs garants de la démocratie que les flics. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Du coup, je vais lâcher mon micro. Non, pas vraiment, sinon ça va donner un effet dégueulasse et je veux pas kiffer ça au montage. Du coup, je vais te souhaiter une belle journée, soirée, nuit, matinée, après-midi, rendez-vous avec ton ta chérie. Bisous et à plus dans le bus.